Bonjour tout le monde, bienvenue dans votre troisième épisode de MLS 24/7. Encore une belle semaine qu'on a eue en MLS pour cette deuxième semaine d'activité dans le circuit Garber et je vais aller rejoindre Arnaud pour regarder un peu ce qui a marqué l'actualité de cette deuxième semaine-là. Bien sûr, mettre la table pour ce qui s'en vient. Alors, salut Arnaud, ça va bien? Salut Jeff, salut tout le monde. Ouais, ça va très bien, ouais. 16 équipes, Arnaud, encore invaincues en MLS. On a eu quand même une belle fin de semaine de MLS. Euh, Par contre, il y a eu des affaires étranges, entre autres le match Real Salt Lake LAFC sous la neige. Certains diront qu'on aurait dû déplacer cette rencontre-là. D'autres diront que ça fait partie pas du folklore, mais de la culture nord-américaine. Mm. Euh, Quoi qu'il en soit, Arnaud, même si les autorités de la MLS auraient voulu déplacer cette rencontre-là, c'est difficile à faire avec le calendrier. Il faut se poser la question, peut-être trop surchargé de la MLS. Ouais, c'est vrai que ça en a fait rire certains, notamment en Europe et en France. Ça en a scandalisé d'autres. Après, bon, faut savoir qu'en MLS, on a quand même l'habitude depuis de nombreuses années de jouer notamment sous la neige. Même si souvent il y a pas mal de problèmes d'intempéries, d'orages, d'avis de tempête, etc. Au final, les matchs, ils sont, pour la grande majorité des cas, ils sont joués dans la journée qui est prévue. Et c'est vrai que ce Real Salt Lake LAFC, il pose aussi question parce que forcément, les gens sont pas forcément habitués. Parce que, évidemment, Lloris y joue, donc ça a donné un peu plus de visibilité à ce match-là. Et bon, je crois pas qu'il y ait eu encore d'annonce officielle de la Ligue et il n'y en aura pas forcément parce qu'ils ne le font pas. Mais c'est vrai que c'est probablement et même très certainement dû au fait que le calendrier il est très surchargé entre bon, la MLS, la CONCACAF Champions Cup, maintenant la League Cup depuis plus les trêves internationales. Tout ça font que c'est vrai qu'il y a beaucoup de matchs qui doivent se jouer et très peu de fenêtres pour déplacer ce genre de rencontre. Le MLS, j'irai pas jusqu'à dire qu'il a boycotté la US Open Cup, mais présente, je pense, 8 formations seulement. Est-ce que tu crois, Arnaud, que c'est un peu la stratégie d'alléger le calendrier de la Ligue avec ça? Ah ben justement, j'allais en venir après. C'est vrai qu'en plus, la MLS fait maintenant l'impasse à quelques exceptions près. Et symboliquement, ils ont envoyé cette équipe de la MLS plus Houston qui l'a gagné la saison dernière. Mais je pense que le, l'argument principal pour eux, ça a été effectivement le calendrier, le fait que la League Cup, qui n'était pas jusqu'à l'année dernière, soit là, et donc forcément pose beaucoup de matchs supplémentaires. Le pire, c'est que c'est en plus pendant l'été et pendant les moments où généralement il y a un peu moins de matchs. Ça permet du coup de dire ah ben non, on joue pas à l'US Open Cup, alors que pourtant c'est quand même la Coupe nationale américaine centenaire euh, qui est jouée par tous les clubs, un peu comme la Coupe de France hein, ou la Coupe d'Angleterre ou autre. Et c'est vrai que ça doit être l'argument et ça va être l'argument principal. En fait, ils font passer maintenant la League Cup et donc les sous et donc le partenariat avec la Liga MX, le championnat mexicain, en faisant l'impasse du coup sur la Coupe des États-Unis. Est-ce que la MLS gagnerait à revoir un peu sa façon de procéder, soit revoir son calendrier, peut-être les tirer, peut-être je sais qu'il y en a plusieurs qui auraient aimé le voir linké là, avec les saisons européennes. Je pense que c'est difficile à faire dans la réalité des choses. Mais est-ce qu'il y a moyen de soit agrandir la saison ou au contraire rapetisser la saison, peut-être moins voyager entre l'Est et l'Ouest? Il y a sûrement un modelage qui pourrait être possible.
Là, comme ça, il y a un média qui me viendrait en tête, parce que éventuellement, je sais que il y a beaucoup de matchs qui se jouent entre équipes. Et donc, ça joue, presque la grande majorité des matchs entre équipes de l'Ouest et entre équipes de l'Est. Et il y a quelques voyages qui se font vers la conférence adverse, on va dire opposée. Il pourrait éventuellement permettre de remodeler un peu le calendrier en supprimant ces matchs-là qui fait quand même aussi de gros voyages, qui fait faire de gros voyages aux équipes. Euh, Évidemment, les équipes de l'Ouest vont dire ouais, mais nous on veut faire venir Miami pour avoir plus de Cette visibilité, de visibilité, billetterie, etc. Ça peut être une solution éventuellement pour alléger un peu le calendrier. Le problème c'est que chaque fois qu'il y a des équipes d'expansion qui arrivent, il y a plus de matchs, donc il y a plus d'équipes à jouer, donc le calendrier s'allonge. Et le on a, problème, c'est que en décembre, janvier, février, on l'a vu, c'est quand même compliqué de jouer à ces périodes-là parce que le froid, parce que la neige, parce que les conditions climatiques. Et je pense que c'est pour ça qu'ils veulent au minimum faire jouer des matchs à ce moment-là. Donc étendre sur d'autres mois. Après, bah, ils vont dire ouais, bah, du coup, on a moins de temps pour souffler parce que en Europe, ils ont quasiment un mois et demi, 2 mois. Allez, on va dire 2 mois si on ne compte pas vraiment les trois matchs d'août. Ça se calcule. Ça se calcule. Après, il y en a aussi qui disent ah, ben, on n'a qu'à enlever la League Cup qui sert à rien. Ok, mais bon, là derrière, c'est Don Gabber qui va pas être content. Euh, ouais, je pense ouais, il y a quand même une solution. Ça pourrait éventuellement d'enlever les gros déplacements. Après, est-ce que ça suffira à alléger totalement le calendrier? Pas sûr, mais déjà, ça pourrait faire quelques trous qui pourraient être comblés par la suite par la coupe, par le US Open Cup ou pour souffler justement. parce qu'en plus, ça n'a pas fini. Ça n'a pas fini les expansions. On sait que San Diego arrive pour la Exactement. saison prochaine. Las Vegas, dans les cartons, c'est pas fait, mais en tout Mm. cas, ça s'en vient. Donc, on va allonger encore le calendrier. Peut-être au final, moins d'équipes en série, ce qui pourrait donner du temps sur l'autre bout du calendrier en fin de saison si on accepte moins d'équipes en série parce qu'il y en a Mm. quand même beaucoup présentement, 18 formations qui peuvent participer aux séries d'après-saison. C'est quand même beaucoup. Donc, ce Mm. sera à revoir. Sinon, il y a eu de l'action pas mal, Arnaud, dans cette semaine-là. On va commencer avec les top performances. On va regarder les 3 tops, les 3 flops. Ça sera un rendez-vous donc à chaque semaine. On va identifier, moi et Arnaud, 3 performances, en tout cas top de la semaine, 3 flops de la semaine. On commence avec les tops de la semaine. On n'a pas le choix de partir avec l'Inter de Miami. On ne s'attendait pas à ça, je pense, la semaine dernière, lorsqu'on a fait le balado. On mentionnait que peut-être qu'il finirait par manquer d'énergie Miami, mais visiblement, dans les tops de la semaine, là, Miami qui vient littéralement exploser Orlando dans un match quand même, somme toute, important pour les deux formations parce qu'on parle d'un derby. Là. Exactement, ouais, un derby de Floride. Comme tout derby, ça se joue pas, ça se gagne. Orlando qui était en plus là. Ah, ça a coupé. On y va, on y va. Ouais. En plus, Orlando, c'était une des meilleures équipes la saison dernière. Ils ont encore Facundo Torres dans l'équipe. On se disait, Miami, avec déjà un match en plus dans les jambes, ils allaient avoir un petit. Ils pouvaient éventuellement avoir du mal. Et bien, au final, du début à la fin du match, ils ont complètement broyé Orlando. En plus de ça, les stars ont marqué, doublé de Suarez, doublé de Messi, un clean sheet. Ils n'ont pas encaissé de but. Et ça, c'est quand même aussi et surtout à noter quand on a parlé la semaine dernière de la faiblesse défensive supposée de Miami. Donc, c'est un match référence pour eux, clairement. Et ils vont pouvoir s'appuyer dessus pour les prochains week-ends et les prochaines rencontres pour les prochains matchs. Quoi. Est-ce que c'est un statement de la part de Luis Suarez, lui qu'on sentait
un petit peu fâché, on va le dire comme ça, d'avoir été sorti là, par Tata Martino au dernier match. Là, il vient de démontrer que sa place, elle est sur le terrain et presque pour toutes les minutes des matchs. Oui, après, on sait très bien qu'il a des problèmes de genoux aussi, donc il va pas forcément pouvoir réitérer ce genre de performance tous les week-ends, surtout en déplacement, sur des pelouses sur terrain synthétique. On sait qu'il va devoir être mis au repos aussi assez régulièrement quand même. Mais c'est aussi parce ils sont assez âgés, aussi bien en termes d'âge, mais aussi physiquement, ils sont quand même assez fatigués. Donc, et ils vont l'être tout au long de la saison aussi. Donc forcément, ça sera à surveiller. Mais force est de constater quand même que euh, quand on compte sur eux, quand on compte sur Suarez notamment dans ce genre de match qui reste quand même un match important contre Orlando, il a été présent et maintenant ben, il va falloir qu'il réitère ce genre de performance régulièrement pour emmener Miami le plus haut possible. Ben, tu le mentionnais tantôt, c'est un match très important entre les deux formations. Est-ce que ça devient un baromètre pour évaluer le restant de la saison de Miami? Parce que, on le disait, c'est un derby, tu veux remporter ce match-là face à Orlando, d'autant plus que l'Inter était à la maison pour cette rencontre-là. Mais est-ce que ça devient un point de comparaison pour le restant de la saison? Est-ce que Miami pourra faire mieux que ce qu'il a fait face à Orlando? Mieuxement parce qu'après, il y a des équipes qui sont quand même moins fortes qu'Orlando. Mais après, il va falloir aussi qu'ils gèrent leur effectif parce qu'ils ont encore la Champions Cup. Même s'ils se font sortir à la limite par Nashville, c'est pas grave parce que derrière, c'est pas, on va dire, c'est pas la priorité. Mais il y a des équipes plus faibles quand même qu'Orlando et ils vont pouvoir réitérer ce genre de match. Mais attention quand même à l'enchaînement des rencontres où ils pourront aussi se faire surprendre par des équipes assez regroupées qui vont les attendre justement défensivement. Et c'est là où ça va peut-être un peu pêcher. Ils vont tenter d'attaquer, ils vont peut-être se prendre des contre-attaques aussi. Ils vont voir qu'ils vont des fois buter sur un bon gardien ou même sur une défense assez solide, même si elle sera en théorie moins forte. Donc ça sera quand même à surveiller dans le sens où il faudra faire attention à qui joue et notamment comment ces équipes-là vont s'adapter au jeu de Tata Martino et de Miami pour pouvoir les contrer aussi bien au niveau du score que sur le terrain. Une autre performance qui est également à remarquer, on en parlait tantôt d'entrée de jeu, c'est sous la neige que s'est déroulée cette rencontre-là. Real Salt Lake qui l'emporte contre LAFC. On en parlait la semaine dernière de la capacité de Real Salt Lake avec, entre autres, Diago Luna et Arango. Ils ont confirmé ce qu'on avait mentionné la semaine dernière. Ils ont confirmé et en plus ils se sont trouvés un troisième acolyte pour former un petit trio. C'est Andrés Gomez qui a réalisé un match vraiment incroyable. Et pour le coup, j'ai suivi le début du match de Miami-Orlando. Après, j'ai vu que c'est une boucherie. J'ai vu un peu ce qui se passait sur le match de Salt Lake et je me suis dit, bon, je vais un peu basculer sur l'autre match. Ben, j'ai pas été déçu, mais bon, c'était un match à sens unique là aussi. Pour le coup, l'AFC n'a vraiment pas vu vraiment le jour. Ils n'ont pas su répondre aux défis physiques, on va dire, du milieu de terrain des locaux et ils ont tout simplement pas pu jouer leur jeu, quoi. On va Parce que dire que la neige aussi, elle a joué, mais elle a joué des deux côtés. Même si à Salt Lake, ils ont plus l'habitude de jouer avec la neige, euh, on a vu qu'il y avait c'est une là que meilleure je équipe. voulais t'amener. C'est ça, la neige, malgré tout, ne devient pas un facteur avantageux pour Real Salt Lake parce que malgré tout, des matchs comme ça sous la neige, on en a pas vu ou très peu. On se souvient là, de la sélection canadienne où on avait vu Tajon Buchanan sauter, mais le terrain était praticable. Là c'est différent, c'est vraiment un terrain enneigé. Euh,
tandis que la sélection canadienne, on jouait quand même sur le gazon. Donc, il n'y a aucun avantage, peu importe qu'on soit local ou visiteur, à profiter de ces conditions-là, qui auraient pu être difficiles. Hein? Loris l'a mentionné après le match, il n'était pas content de ces conditions de jeu-là. L'entraîneur-chef également de l'AFC. Maintenant, est-ce que dans une victoire, il tient le même commentaire? On ne le saura pas, mais quoi qu'il en soit, tu es obligé de vous dire que c'est difficile d'évoluer dans ces conditions-là. Non, c'est sûr. Après, pour le coup, c'est vrai que là, Real Salt Lake, il démontre aussi un bon début de saison. Depuis la défaite contre Miami, ils ont réussi quand même à tenir en échec Saint-Louis, qui était quand même l'équipe numéro 1 à l'Ouest la saison dernière. Là, maintenant, ils gagnent contre l'AFC. Ça voudra bien dire aussi peut-être qu'ils ne sont pas à prendre à la légère pour cette saison. À voir si ça tient, comme d'habitude, c'est que le début de saison, ce sont les 2-3 premiers matchs. Mais il y a quelque chose à en tirer de cette équipe-là pour l'instant, en tout cas, contrairement à d'autres qui ont pu décevoir. Une autre équipe qui fait partie des tops, et là, j'en suis quand même relativement content, c'est le CF. Le CF Montréal qui l'emporte. Grosse performance face au FC Dallas. On ne les attendait pas nécessairement là. Surtout que le CF Montréal, accablé par les blessures, l'emporte avec la profondeur, on va se le dire. Ah oui, avec la profondeur, parce que pour le coup, malheureusement pour Montréal, les deux attaquants de pointe se sont blessés. Enfin, deux attaquants de pointe, j'ai pas vu exactement la composition comme elle était, mais je sais que sur le site que j'avais vu, ils étaient de devant. Après, j'ai pas vu le match, donc je peux pas te dire exactement. Mais je sais qu'Opoku, il est sorti blessé. Vilsain, il rentre, il marque. Coccaro, qui était passeur, il se blesse avant la pause. Martinez, il marque. Donc, c'est tout bénef pour Montréal qui a quand même 6 matchs à l'extérieur à enchaîner, d'affilée en plus. Et en plus, après le bon 0-0 du coup contre Orlando, qui on voit qu'au final, ils ne sont pas dans une bonne période en début de saison, eh ben, ces 3 bons points qui sont pris face quand même à une équipe de Dallas qui a de grosses forces offensives. Et sur qui il faudra compter cette année. Donc forcément, ces 3 points, Montréal ne va pas cracher dessus, au contraire, et ça va leur permettre justement d'entrer dans une bonne dynamique pour enchaîner ensuite sur les prochains matchs. Ça va être intéressant de suivre la progression de Jonathan Sirois, le gardien de but du CF Montréal, puisque le CF Montréal a quand même très peu concédé en ce début de saison. Il y a des performances top, bien sûr, à travers la MLS, donc c'est difficile de se démarquer pour un gardien de but, mais visiblement, Jonathan Sirois risque de forcer la main de la sélection canadienne pour avoir une présence là-bas. Là. Oui, un peu comme si St. Johnson, pour le coup, c'est vrai qu'il fait partie de ces facteurs X de l'équipe qui permettent de bons résultats, et ça passe notamment par un bon gardien. Et ça leur sert, ils ont encaissé qu'un but du coup sur les 2 premiers matchs. Donc c'est bon pour la confiance aussi, même au niveau défensif. Et si en plus ils se mettent à marquer derrière les quelques occasions qu'ils peuvent avoir et qu'ils pourront avoir pour les prochains matchs en déplacement, quand on sait que se déplacer en MLS c'est toujours très compliqué, eh ben, ça va être tout bénéfique pour eux. On en parle, c'est souvent ça qu'on voit, hein, les clubs locaux en MLS qui l'emportent. C'était plus difficile. Petit aparté, là, ce week-end pour les clubs à la maison, beaucoup moins de victoires qu'à l'accoutumée. Donc, ce sera à surveiller. C'était donc nos 3 tops de la semaine. Dans les flops maintenant, New York City, Arnaud galère en début de saison. Pas facile pour New York City présentement. Est-ce que tu les vois se replacer rapidement?
Rapidement, je sais pas, parce ils sont dans une spirale quand même très négative. Depuis la saison dernière, où ils ont même raté les playoffs, alors qu'ils ont été champions il y a 2 ans de mémoire. Ils y arrivent plus du tout. Ils ont eu aucune victoire sur leurs 6 matchs de préparation en 2024 durant l'intersaison. 2 défaites sur les 2 premiers matchs. Ça sent quand même la saison galère avec quand même un Teles Magno aussi qui est à moitié là. Il était en instance de départ, finalement il est resté. Est-ce qu'il va partir cet été? C'est un peu à l'image aussi de son équipe qui est en demi-teinte. Le joueur, au final, l'ailier brésilien, il est au niveau de son équipe la saison dernière, quoi. Donc, moi, j'ai peur quand même de la saison galère un peu pour eux cette année. Thalès Magno, tu le mentionnais, est un peu dans l'ombre des performances qu'il est en mesure d'accroître, de présenter. On s'attendait à des très grosses performances de sa part. On sait que les demandes pour mettre la main sur Thalès Magno sont relativement très élevées, un peu comme on le voit avec Atlanta là, et Thiago Almada. Euh, on ne sait pas s'il va faire la saison, mais est-ce que, selon toi, ça peut être une source de distraction au sein du vestiaire de New York City présentement? Son jeu d'expression dans le vestiaire, peut-être. Si... Mais ça va être surtout pour le joueur, en fait. S'il cogite, le problème, c'est que s'il se voit déjà en Europe, s'il se met à cogiter, à se dire, bon, ben, j'ai envie de partir, j'ai envie d'aller en Europe, j'ai envie de voir ce qui se passe ailleurs, mais que derrière, il n'a pas les offres qu'il faut, lui, il va peut-être aussi... en fait, c'est à double tranchant. C'est soit ça transcende un joueur pour qu'il puisse montrer vraiment l'étendue de son talent, chose qu'il a déjà fait quand même en 2022. Euh, et au final, en 2023, il a pas vraiment concrétisé cette saison-là. Ce qui reste dommage et dommageable parce que il va passer après sous les radars des clubs européens, parce qu'on parle quand même de l'Europe, on parle pas forcément malheureusement. Enfin, on parle pas forcément des clubs argentins ou brésiliens parce qu'en vrai, c'est pas la finalité de d'où veulent aller ces joueurs-là, quoi. Donc, s'il rate la fenêtre de tir, il peut très bien se dire derrière, ah ben, au final, je partirai pas. Il va se braquer. Donc, ça va être à lui de se mettre à l'endroit, de vouloir mettre justement son équipe à l'endroit, exactement comme le fait Thiago Almada avec Atlanta. Parce que Thiago Almada, c'est ce qu'il fait. Lui, il se met en condition pour faire une belle saison. Il met Atlanta en condition pour faire une belle saison. Il se fait voir. Malheureusement, pour l'instant, ça n'a pas payé pour lui. Ça devrait arriver normalement d'ici cet été. Mais Thalès Magno a tout intérêt à prendre ce chemin-là pour non seulement pour lui, mais aussi pour son équipe, pour montrer que ça peut être aussi un leader offensif, comme il a pu l'être à de nombreuses reprises par le passé. La bonne nouvelle pour Thalès Magno, c'est que la saison est encore jeune. 2 matchs de réaliser, deux semaines de réaliser dans la MLS, donc il y a le temps quand même de se replacer. Un autre flop de la semaine. Difficile départ, Arnaud, pour les Quakes de San Jose. On les voyait peut-être partir un petit peu plus fort que ce qu'ils l'ont fait. Euh, Est-ce que qu'est-ce qui marche pas? Qu'est-ce qui prend pas à San Jose en ce début de saison? San José, après, l'effectif est quand même très limité. En plus, ils perdent Cat Cowell qui est parti au Mexique, qui était, je pense, après, il n'a pas trop démontré malheureusement, mais je pense que c'est le joueur qui avait quand même le plus gros potentiel de l'équipe. Euh, la saison dernière, ils sont qualifiés en playoff vraiment in extremis, qui montrait quand même, bon, c'est un peu pareil chaque année au final, mais qui montrait quand même un effectif assez quand même faible, contrairement à pas mal d'autres franchises de la conférence Ouest. Mais je sais pas, je vois l'effectif assez faible quand même. En plus, il y a Carlos Vela qui viendra pas. Euh, je les vois pas aller bien haut. Pour le coup, vraiment, cette saison, ils prennent une claque 1-3 à domicile contre l'ennemi de Californie, la Galaxy. C'est pas bon du tout.
Dans le jeu, ça semble vraiment pas folichon non plus. Donc je sais pas où ils vont, mais c'est pas, moi ça m'inspire pas du tout confiance pour le reste de la saison pour les Quakes. Définitivement, Arnaud, Cade Cowell n'a pas été remplacé chez les Mm. Quakes, là, visiblement, en tout cas sur le terrain. Faudra trouver une façon là, d'alimenter offensivement cette formation-là. Ceci étant, on a affronté, tu le mentionnais, un LA Galaxy qui, quand même, a une certaine puissance, une certaine force en attaque. Pencil, c'est incroyable, une fusée sur deux pattes. Euh, il y avait quand même un bel adversaire pour ce week-end-là. Là. Oui, après c'est ce qu'on annonçait la semaine dernière. C'est vrai que on disait que les Galaxies, ils ont fait un bon mercato, ils allaient avoir une grosse force offensive. Ils l'ont clairement montré. Et quand on disait en début d'émission, en début de podcast, un derby, ça se joue pas, ça se gagne. Eh ben, les Galaxies, il l'a compris aussi, et il l'a compris avec ses forces, parce que ils ont été impeccables. Et malheureusement, ben, les Quakes, je les vois pas. Enfin, je sais pas ce qui pourrait les sauver, parce que bon, Mbobiz, il était très bon ces 2 premières saisons. Est-ce qu'il va pas couler cette année comme l'a fait son équipe? Après, en plus, ils ont pas vraiment enfin, comment dire? Il Devant, manque, c'est pas mauvais en mais il plus. manque Et quelque chose. Bobby, Espinoza, c'est pas mauvais, c'est bon, ça l'a prouvé en MLS, euh, mais ça me semble vraiment trop juste appuyé sur 2 attaquants. Si l'effectif ne suit pas derrière, il n'y a pas de milieu de référence, enfin, il n'y a pas vraiment de joueur qui peut vraiment porter l'équipe vers le haut. Il n'y a pas de leader, je vois pas de leader de vestiaire ou de terrain dans cette équipe-là, quoi. Une équipe qui s'est modifiée également. On parle des Quakes qui doivent là, ajouter un peu de profondeur et d'ardeur. Une équipe qui a bougé beaucoup dans l'entre-saison, c'est Colorado, qui visiblement conclut là, notre flop de la semaine, frappe en dessous des attentes. Beaucoup quand même de nouveaux arrivants du côté de Colorado. Euh, Ça va prendre un peu de temps, Arnaud, avant de visiblement mettre un lien au sein de cette formation-là. Et exactement, oui. Moi, j'en parlais en début de saison et la semaine dernière comme une équipe qui allait pouvoir avoir son mot à dire. Pour le coup, Colorado, contrairement à San José, par exemple, c'est un flop, mais optimiste, dans le sens où leur mercato, comme on l'a déjà dit, il a quand même été très intéressant. Ils ont eu des recrues de qualité quand même. Ils n'ont pas encore gagné de match, ok, mais ils ont fait un bon match nul, on va dire, contre Nashville, même si un partout contre Nashville qui joue la Ligue de la Champions Cup, c'est quand même, ils auraient peut-être pu faire mieux. Donc c'est en ça vraiment que je les note comme un flop par rapport à ce match-là, alors que c'était vraiment le type de match qu'ils auraient pu et dû éventuellement gagner, notamment pour réagir après la claque qu'ils ont pris contre Portland lors du premier match 4-1. Mais je pense que la mayonnaise va prendre. Elle va peut-être prendre un petit peu de temps, mais elle prendra et ils vont engendrer des points après plus tard dans la saison. Il ne faut pas par contre qu'ils le fassent dans trop longtemps parce que les concurrents ils vont pas les attendre. Mais je reste confiant quand même en cette équipe et je les ai mis en flop vraiment par rapport au mercato et à l'environnement du match, du fait que Nashville jouait en Europe, qui jouait en Ligue des En Ligue. Champions et qu'ils auraient pu utiliser ça pour rebondir après la première défaite au match inaugural de leur saison. Parce que, dans le fond, c'est jamais facile d'évoluer contre Nashville, un club très, très, très défensif, un Clairement bloc pas. hyper opaque. Donc, difficile de... tantôt, on parlait de match baromètre là, entre Miami et Orlando, mais Colorado ne peut pas vraiment fier son analyse de saison sur ce match-là contre une défensive Mm. aussi solide que celle que présente Nashville. Non, clairement.
Ça, c'est définitif. Donc, ça fait le tour des tops et des flops de la semaine. Quelques nouvelles en rafale, Arnaud, pour compléter ce balado de la semaine. DeAndre Yedlin quitte l'Inter de Miami, prend la direction du FC Cincinnati. Cincinnati qui joue en deçà, je pense, hein? On peut se le dire, des attentes en ce début de saison. On les attendait, on les voyait moins forts, moins percutants que la saison dernière. C'est un peu ce qu'ils nous offrent, mais visiblement, là, Yedlin sera un ajout important de haute qualité pour Cincinnati. Oui, c'est un ajout quand même de qualité, c'est sûr. Moi, la question que je me posais, c'était où est-ce qu'il va, enfin, est-ce qu'il va remplacer numériquement Barreal à gauche alors qu'il joue à droite? Ou est-ce que Aureliano va partir à gauche, il va jouer à gauche et lui à droite? Sauf que, est-ce que Yedlin a encore les cannes pour jouer en tant que piston? Je sais pas vraiment. Moi, je le verrais plus dans une défense à 4, mais comme du coup, il joue à une défense à 3 ou à 5, c'est un ajout de qualité, c'est sûr et certain. Mais je vais être très curieux quand même de voir comment ils vont l'utiliser. Barreal, confirmé, a pris la direction du Brésil, soit dit en passant. Donc, il fallait ajouter des joueurs du côté de Cincinnati. On n'avait pas le choix, mais ça C'est de sera l'expérience en plus. ben, C'est un ajout d'expérience. énormément. Fait que ça c'est important d'avoir ce mix-là. Carlos Vela et les Quakes, c'est mort. On en parlait tantôt, pas Carlos Vela, mais les Quakes doivent ajouter un peu de contenu et de prestance à sa formation. Plusieurs voyaient Carlos Vela aboutir aux Quakes, mais il semble que ce soit tombé dans l'œuf. Ouais, après moi, bon, je voyais pas trop Carlos Vela partir chez l'ennemi, on va dire, de Californie, en laissant LAFC alors qu'il est en train de négocier avec eux depuis un petit moment quand même. Il y a de la Du coup, place. ça permet vraiment d'entretenir vraiment le flou et le fantasme du retour de Carlos Vela à LAFC. Il y a de la place pour Vela à LAFC parce que, tu sais, visiblement, les performances de LAFC depuis le début de la saison, c'est sûr que le match dans la neige, difficile de l'évaluer comme il faut, mais ils ne sont pas nécessairement où on les attendait. Alors, ce sera dans tous les cas un ajout. Après, s'il vient, j'imagine quand même qu'il viendra avec un salaire un peu moins élevé qu'il ne l'avait jusqu'à présent. Commandé. Mais un ajout, c'est sûr, hein, parce que même dans le vestiaire, etc. Mais je pense quand même que son rôle, il sera sur le terrain, en tout cas, il sera quand même un peu moindre par rapport à. Ben, ça a déjà commencé un petit peu la saison dernière, même s'il était encore très décisif. La paire Oliveira, Boguts, Boanga, ça devrait le faire, ça devrait bien jouer. Après, il pourrait surtout servir de mentor par rapport à ces jeunes joueurs offensifs. Encore faut-il qu'ils reviennent à LAFC. C'est en plein ça. Va falloir voir exactement, mais les Quakes, moi non plus, je ne le voyais pas aboutir là pour vrai, Carlos Vela. Je pense qu'on s'est un peu servi de cette formation-là pour mousser un peu la candidature de Carlos Vela et le rendre en demande, mais je ne suis pas certain. On termine avec la CONCACAF. Arnaud, plusieurs matchs se sont déroulés, plusieurs matchs à venir encore cette semaine. Plusieurs équipes de la MLS impliquées, dont, en tout cas, dépendamment à quel moment vous écoutez le balado, mais aujourd'hui, l'Union affronte Pachuca, Orlando affronte Tigres. Bref, il y a des gros matchs en CONCACAF. Ouais, il y a des gros matchs, il y a des matchs intéressants. Après, voilà, le problème qu'il y a, c'est qu'on ne sait pas si les équipes vont faire tourner ou pas, parce qu'il y a l'enchaînement des matchs. Ça fait déjà 2 semaines qu'ils jouent des matchs tous les 3-4 jours. Donc, en plus, bon, après, sur les matchs à domicile, là, donc, notamment pour ces deux équipes-là, là, je suis en train de regarder New England Paris à domicile. Il y a Houston qui se refarcit une équipe de MLS avec Columbus. Ça va être intéressant. Après, c'est le problème à chaque fois en Champions Cup, c'est que comme c'est en plein milieu du début de saison, les équipes sont pas forcément en rodage, ils enchaînent pas mal de matchs.
Donc c'est pour ça malheureusement que régulièrement on n'arrive pas à gagner le titre final à de rares exceptions près. Mais c'est bien parce que ça fait aussi pour nous des matchs à suivre dans la semaine. Donc, donc même si c'est tard pour moi en France, mais c'est cool quoi. Parce que là, ça joue aujourd'hui, ça joue jeudi, ça Mmh. joue Ça joue en fin de vendredi semaine aussi. pour la MLS et ça Ça joue reprend tout de suite là. vendredi et ça rejoue samedi avec la MLS. C'est vraiment C'est tous les ça jours, il y a exactement, des équipes qui jouent quoi. qui En sont plus, impliqués on a pu le constater, les équipes qui jouent en en CONCACAF. CONCACAF. Ils sont pas forcément très aptes à jouer en MLS le week-end d'après. Par exemple, moi j'ai noté que sur les 7 clubs la semaine dernière qui ont joué, donc ça faisait 14 matchs aller-retour, si on compte la semaine dernière et cette semaine, et il y a 2 semaines, pardon, il n'y a que Saint-Louis et Cincinnati qui ont gagné leur match, un de leurs matchs après la Ligue des Champions. Tous les autres, ils ont fait match nul ou ils ont perdu en MLS après avoir joué la Ligue des Champions. C'est-à-dire qu'il y a vraiment beaucoup d'influx qui est utilisé pour cette compétition-là. Aussi peut-être parce qu'il la joue à fond. Quoique, il y a quand même des équipes qui gagnaient 4-0 à l'aller et qui, au final, ils ont pu faire tourner au retour et malgré tout, ils n'ont quand même pas gagné leur match du week-end. Ça prend beaucoup d'influx et au final, ça peut leur desservir s'ils font un parcours honorable, comme on l'a vu régulièrement, les équipes de MLS qui arrivent à aller jusqu'en demi-finale ou même en finale, et qui au final, c'est un jeu de mots, ils chutent totalement en championnat parce qu'ils ont laissé tellement d'énergie dans cette compétition-là qu'ils n'arrivent pas, en plus de la déception de la défaite derrière, ils n'arrivent pas à se remettre dedans, quoi. Donc, va falloir vraiment surveiller quand même ça de près pour voir comment ça va conditionner les équipes pour les semaines et pour les mois qui arrivent. Et c'est souvent ça la stratégie parce que c'est difficile d'évaluer comment les clubs vont prioriser un peu les deux championnats. Est-ce qu'on va y aller all-in Mm. en CONCACAF ou en MLS? Mais souvent, le premier match, comme on va voir en début de semaine, va un peu cadrer, mettre la table pour le reste de la stratégie. Donc, les clubs qui vont partir très fort en CONCACAF en milieu de semaine risquent de faire tourner en MLS en fin de semaine et se dire on a une chance d'avancer en CONCACAF. C'est ça. Donc, contrairement, les équipes qui vont avoir un retard assez considérable risquent d'y aller avec leur équipe principale en MLS et dire on va mettre de côté la CONCACAF. Donc, c'est vraiment stratégiquement le premier match qui va décider un Qui peu de la suite conditionne des le choses. reste. D'autant plus qu'ils jouent la plupart à domicile. Donc, du coup, c'est ce qui va conditionner. Ils vont forcément vouloir faire un gros match à domicile pour ensuite partir voyager au Mexique ou ailleurs avec l'équipe B', même des fois, pour être sûr d'avoir une équipe compétitive pour le week-end en championnat. C'est à Donc, double moi, avantage. Ça. moi, ce que j'espère, c'est de voir un Inter de Miami sortir très, très fort en CONCACAF, puisqu'ils seront en réception du Je CF vois où tu veux Montréal. en venir. Ils seront en Mais quel réception du match il y a le CF. week-end prochain? Ça pourrait être la première défaite de Miami en MLS, mais on se fera pas d'attente. On se fera pas d'attente. Sinon, vite comme ça, on s'en était pas parlé, puis je ne veux pas te prendre par surprise. En terminant les matchs de la semaine en MLS, je veux pas qu'on fasse de prédictions parce que c'est quand même long et complexe à ce moment-ci avec la CONCACAF en plus. Je veux juste qu'on regarde le calendrier, là, les matchs intéressants qui vont se prévaloir ce week-end du côté de la MLS. Donc, c'est sur deux fenêtres, on va dire comme ça, samedi et dimanche. Vite comme ça sera intéressant, selon moi, en tout cas, de regarder Toronto qui est en réception de Charlotte, Ouais. à savoir est-ce qu'ils vont réussir à maintenir le cap. Sean Johnson, début de saison incroyable. Les Italiens qui semblent impliqués, ça risque d'être un des bons matchs là, pour lancer ce week-end MLS. Ouais, et je tiens quand même à rappeler que j'avais
avait annoncé la victoire très probable de Toronto à New England d'ailleurs, qui était la grosse fête du week-end. Je pense que oui, c'était une hot take de la semaine. Sinon, Columbus, bon, eux qui sont champions, ça va être intéressant de les voir à Chicago, qui sont dans la progression présentement. Je pense que ça sera une bonne évaluation pour Chicago, cette rencontre-là, voir la progression qu'ils ont réellement sur la saison dernière. Mais encore une fois, Columbus est impliqué en CONCACAF. Tout va dépendre là, de l'alignement qu'ils vont mettre sur le terrain ce week-end. Et peut-être le bon moment pour Hugo Cypers de marquer son premier but en MLS d'ailleurs. Ça peut être l'occasion. Ça pourrait être très, très bien. LA Galaxy, Nashville, on se transporte à dimanche. Ça risque d'être une bonne carte. Ouais, ça va être un gros match. Match un peu avec des dynamiques un peu similaires parce que les deux équipes n'ont pas perdu. Ils ont fait une grosse victoire, un petit match nul. Donc ça va être un match intéressant avec des buts, on espère. De toute façon, il n'y a pas beaucoup de buts entre ces équipes-là. Il n'y a pas beaucoup de buts, mais après ça peut être bien de voir comment va réagir Nashville malgré la fatigue. Ça va être une grosse attaque contre une grosse défensive, là, visiblement, cette rencontre-là. On ne sait pas encore si Moutard sera de retour. On va-tu le voir là en CONCACAF prendre ses premières minutes ou encore face au LA Galaxy. Mais quoi qu'il en soit, on a encore une belle carte qui s'en vient. Donc, on pourrait avoir un excellent week-end. Hey, ça fait le tour déjà pour MLS 24/7, le troisième épisode de la saison. Je vous invite à aller nous suivre sur YouTube. Recherchez MLS 24/7. Sinon, on est disponible en version audio sur l'ensemble des plateformes. Et on essaie de vous segmenter ça un petit peu partout selon les sujets pour vous le partager de la meilleure des façons. Donc, ça serait apprécié. Si vous écoutez, si vous aimez, partagez nos liens et venez nous suivre. Ça sera un plaisir. Alors, merci Arnaud d'avoir été avec moi encore une fois cette semaine. Merci, ça devient un rendez-vous intéressant. Ouais, très. Ouais. Bye bye tout le monde. Au revoir.